enfin moi je me dis mieux vaut fait que parfait, tu vois. Il faut se lancer, il faut faire des choses. C'est très important de tenter, de faire des choses, de s'exécuter dans la vie. En fait, c'est très égoïste parce que c'est moi qui apprends énormément de choses. C'est un podcast ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais j'aimerais l'écouter en fait. Si ça plaît, tant mieux, mais si ça plaît pas, c'est pas grave, je le ferai quand même. Bon, étudier ces interventions non médicamenteuses comme on étudie un médicament et les promouvoir plutôt que les médicaments. Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. Avant de commencer, un mot sur notre sponsor du jour, Health Consultant. Experts du secteur sanitaire et médico-social depuis 30 ans, ils aident vos équipes à avancer, s'organiser et innover. Management, RH, stratégie ou qualité, ils sont là. Si vous cherchez des pros en formation, conseil, coaching ou évaluation, vous êtes au bon endroit. Et pour les auditeurs du temps de la relève, un premier diagnostic est offert. Mentionnez le podcast en les contactant sur leur site internet healthconsultant.fr. Health, E-L-S-E. Pendant longtemps, dans le monde de la santé, chacun restait à sa place. Le médecin faisait de la médecine, l'hôpital communiquait quand il pouvait, et les soignants, souvent, avaient peu de canaux pour partager ce qu'ils vivaient vraiment. Mais aujourd'hui, les lignes bougent. On voit de plus en plus de professionnels de santé qui prennent la parole, lancent des projets, deviennent auteurs, formateurs, voire même podcasteurs. Et ce qui est passionnant, c'est quand ces deux mondes cohabitent, celui du soin, du contact avec les patients, et celui de la création, du micro et de la diffusion d'idées. C'est exactement ce que fait mon invité du jour. Le docteur Mathieu-Canté est médecin. Il continue d'exercer, mais il est aussi créateur de contenu passionné par la transmission et la pédagogie. Bonjour Mathieu, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Salut Marie-Noëlle, merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, je suis très contente de te recevoir. Alors, ce que je te propose pour cet épisode, d'abord, c'est d'aborder ton premier métier, celui de médecin, de nous raconter ensuite comment tu t'es lancé dans la création d'un podcast. À qui s'adresse-t-il? Qu'est-ce que ça t'apporte? Mais avant toute chose, je vais te laisser te présenter pour que nos auditeurs te connaissent mieux. Bien sûr, merci de m'avoir invité. Eh bien, je m'appelle Mathieu Canté, j'ai 37 ans. Je suis un mari, je suis papa de 2 enfants, bientôt 3, j'espère, pour septembre-octobre. Je suis médecin, j'ai fait de la médecine générale, puis de l'échographie. Et là, je fais beaucoup de gestes, ce qu'on appelle de l'interventionnel sous échographie. Et puis, j'ai pris l'habitude aussi de travailler beaucoup sur ma passion, qui est mon métier, qui est la médecine. Donc j'ai écrit un livre sur la médecine intégrative, qui est un sujet qu'on pourra aborder si ça t'intéresse, euh, à ce livre qui est à destination de mes confrères. Et puis j'ai aussi ce qu'on appelle créer du contenu sur les réseaux pour pousser les idées de mon livre, et un petit peu plus tard, donc depuis 2 ans, par un podcast que je destine aussi à mes confrères, qui s'appelle Super Docteur, dans lequel je reçois chaque semaine des invités soignants qui m'apprennent énormément de choses. Et je prends un grand plaisir à faire tout ça. Voilà, une petite présentation succincte, mais assez globale, je crois. Parfait. C'est vrai que moi, quand on s'est parlé il y a quelques temps, j'étais assez épatée de tout ce que tu faisais et d'arriver en tout cas à gérer tout ça, y compris ta vie de famille. Heu, Comment ça s'est passé pendant tes études? Tu aurais cru que tu allais faire tout ça quelques années plus tard ou pour toi, c'était sûr, tu allais faire ton parcours médecin, interne? Comment ça s'est passé? Eh ben non, évidemment, j'en avais aucune idée. Je me suis toujours laissé guider par des choses qui me passionnaient. Et donc, quand tu commences la médecine, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai eu la chance de pas devoir travailler à côté pour payer mes études. Enfin, je l'ai fait un petit peu, mais c'était vraiment du bonus, quoi, tu vois, de faire aide opératoire, tout ça. Euh, donc, je me suis concentré pas mal sur mes études. J'ai choisi de faire de la médecine générale, puis après, après l'externat, donc j'ai fait l'internat de médecine,
qui est quand même assez dense. Tu travailles beaucoup, tu as beaucoup de gardes, etc. Tu n'as pas trop le temps de faire autre chose. Et en fait, quand je suis sorti de la fac, il y a plein de choses. Je pensais que c'était terminé, tu vois, que le cerveau était rempli, qu'il fallait que je bosse, etc. Et puis en fait, j'ai continué quotidiennement à apprendre énormément de choses. Et donc, j'ai toujours eu une grande curiosité pour tout ça. Et ce qui m'a amené à, en fait, partager mes découvertes et mes curiosités. Ça se résume à ça, en fait. C'est un souhait de partager tout ce que j'apprends quotidiennement et de le partager à mes confrères, mes consoeurs, pour essayer de partager des choses qui nous font mieux soigner. Ouais, parce que le but est voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, en tout cas, tu essayes de, partager tout ça toujours dans ce but-là, de mieux soigner, de mieux exercer. Heu, Exactement. Comment tu sens que ça a évolué toi depuis tes débuts? Tu tes premières journées, on va dire, en tant que médecin, titulaire et aujourd'hui, tu as l'impression que ça a évolué comment? Et ben, ça a évolué dans le sens où je me suis déjà arrangé pour, travailler donc au cabinet, auprès de mes patients et me dégager un petit peu plus de temps pour le reste. C'est-à-dire que, très concrètement, je me suis aménagé quelques après-midi, par-ci par-là, régulièrement, sur lesquels je peux bosser sur mon podcast. Il y a 2 ans, donc j'ai écrit un livre où je me suis dit: «Il fallait que tous les jours j'écrive au moins 1 heure, tous les jours pendant 1 an». Donc en fait, comment ça a changé? Ben, je me suis organisé mon emploi du temps de façon très disciplinée pour pouvoir faire rentrer toutes les choses que j'avais envie de faire. En 1, c'est quand même m'occuper de ma famille. En 2, c'est quand même m'occuper de mes patients. En 3, c'est m'occuper de mon podcast maintenant, de toute ma petite activité sur les réseaux sociaux aussi qui est importante. Et puis je fais aussi une formation. Moi, j'apprends des choses en médecine fonctionnelle. Alors je fais ça aux États-Unis, mais heureusement c'est 95% du temps en distanciel. Et donc ça a évolué, ça s'est complexifié en fait. C'est une espèce d'entropie Mmh. incroyable qui est physique, hein, c'est la loi, c'est comme ça devient de plus en plus compliqué. Mais en fait, j'y prends un grand bonheur, ça me stresse pas plus que ça. C'est juste que je suis vigilant pour aménager mon emploi du temps. Je sais de quoi je suis capable et je dis beaucoup non maintenant à différents projets qu'on me présente, simplement pour me concentrer sur les projets principaux qui sont les miens. Ouais, je pense que enfin, c'est un peu, moi de mon point de vue, les professionnels de santé aujourd'hui, sont quand même beaucoup plus sensibles, à leur organisation de vie, notamment vie perso. On n'est pas que sur la vie pro. Heu Complètement. et puis il y a aussi cette recherche aussi de sens, dans notre pratique et de se dire, «Il faut que j'arrive à retrouver ça, et faire ce qui me plaît». Moi, je pense que c'est un peu l'essence, même de notre métier. C'est exactement ça, tu as tout à fait raison. Disons qu'en y réfléchissant de façon saine, c'est pour moi, c'est le plus important parce qu'en fait, tu ne peux être bien avec les autres qu'en étant bien toi-même. Donc, il faut réfléchir à veiller à ta bonne santé mentale, psychologique. Et après, comme ça, tu peux par rayonnement, pardon, être bien dans ton couple, dans ta famille, dans ton métier, etc. Mais c'est vrai que contrairement aux générations antérieures qui nous ont précédés, c'est hyper frustrant parce qu'on n'est plus corvéable à un merci et tu vois, tous les jours, tu as des frictions avec les patients parce qu'ils comprennent pas que tu ne peux pas tout faire en même temps, dans un même rendez-vous, tu peux pas être corvéable sans cesse. C'est douloureux. Je crois que c'est indispensable. Il faut accepter aussi certaines frictions, certaines intolérances, certaines zones d'aspérité pour préserver ce qui, moi, semble important. En tout cas, moi, c'est mon équilibre. Je crois que ça se passe globalement très bien avec beaucoup de monde et j'y suis vigilant, mais c'est un défi constant, ouais. Ouais, je pense que c'est ce que tu dis, c'est je pense c'est assez générationnel aussi. Aujourd'hui, moi je me rappelle, j'avais un médecin généraliste de famille, qui, consultait jusqu'à 22 heures. Mais Mmh. ça paraissait tout à fait normal, je pense il y a quelques années et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé un peu au bout de ce système-là et c'est important, comme tu dis, de dire non, pour que justement ce système, il se construise différemment. C'est ça. Après, moi, j'ai une énorme admiration pour les soignants qui font ça. Je pense spontanément à la gynécologue de mon épouse qui la suit actuellement, qui est une dame incroyable, qui se retrouve à consulter à 23 heures minuit, à faire des accouchements tard. Elle est absolument incroyable. Moi, elle m'inspire énormément, mais j'ai la conscience que moi, j'en suis incapable de faire ça.
Ouais. J'en suis incapable de faire ça parce que j'ai besoin d'être là pour mes enfants, pour moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi pour aller marcher dehors, pour faire du sport. C'est comme ça, il faut se connaître aussi et puis encore une fois, il faut accepter que, parfois tout le monde ne soit pas ravi de ça, mais il faut se connaître. Ouais, complètement et puis c'est surtout moi ce que j'aime bien, c'est l'assumer. Mmh. Moi je me rappelle la première fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit: «Je te préviens, on fera le rendez-vous, c'est ma pause déj, il faut que je marche» et je trouvais ça génial aussi, tu vois, de d'avoir cette liberté-là et de dire, «Moi j'ai besoin de ça, donc on s'adapte» Ouais, et c'est ça cette chance qu'on a aujourd'hui. exactement et puis ça, tu vois, c'est un truc très pratique. Je sais pas pourquoi plus de monde ne le fait pas, mais quand tu as juste des calls, des coups de fil à passer, tu marches dehors, c'est vachement plus cool et puis c'est un côté un peu sympa dans la discussion aussi, de rompre un peu la glace et cetera. Mmh. Toi, ça te permet de prendre l'air et moi, au début, ça me gênait un peu, mais maintenant, je le fais avec, avec, sans problème, quoi. Alors, on a parlé donc un peu de tous tes projets. Bon, bien sûr, il y a un projet phare, c'est ton podcast. Donc le podcast Super Docteur. À quel moment, ça t'est venu de créer un podcast? Moi, de mon expérience, personnelle, j'avais l'impression qu'il y avait peu de podcasts dans la santé et encore moins de podcasts, à l'attention des professionnels. Il y a des podcasts très prévention pour les patients et cetera, mais c'est vrai que pour les professionnels de santé, il y en a pas énormément. Et pour les médecins, je pense qu'il y en avait pas beaucoup. Donc, est-ce que tu as eu un événement, un élément déclencheur qui t'est dit, un matin: «Allez, j'y vais»? Alors, il y a 2 choses. Hem, la première, c'est que c'était dans la continuité de mes projets, notamment du livre. En sortant de la fac, j'ai appris beaucoup de choses et puis j'ai pris pour habitude depuis longtemps de faire beaucoup de notes. Tu vois? Je note, en l'occurrence, sur un logiciel qui s'appelle Obsidian, qui est super, des notes sur les livres que je lis, sur les films que je vois, sur parfois les discussions que j'ai, les podcasts que j'écoute et donc j'ai pris l'habitude comme ça de compiler plein, plein de notes depuis des années et donc, en compilant toutes ces notes, je me suis dit: «OK, en fait, il y a plein de choses que j'apprends sur mon propre métier». Donc j'ai aussi pris plein de notes sur la médecine, comment mieux soigner, en gros et donc j'avais déjà toute la matière d'un livre, tu vois? Donc j'ai écrit ce livre et puis quand le livre est sorti, il a eu un petit écho dans mon milieu. Heu, je me suis dit: «Bah, c'est fini, il faut bien maintenant pousser les idées de ce livre» parce que le monde de l'édition est quand même il est difficile. Donc j'ai commencé les réseaux sociaux pour pousser ces idées-là, principalement sur la médecine intégrative. Et puis, c'était dans la continuité de tout ça, de continuer ce travail, cet apprentissage avec un podcast. C'est-à-dire inviter des gens régulièrement comme tu le fais pour discuter. En fait, c'est très égoïste parce que c'est moi qui apprends énormément de choses. C'est un podcast, que ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais j'aimerais l'écouter, en fait. En l'occurrence, j'écoute certains épisodes, mais je m'écoute pas sans arrêt. Mais parce que je suis mon principal auditeur, parce que ça me plaît, ça me passionne et c'est mon jardin. Et donc, si ça plaît, tant mieux, mais si ça plaît pas, c'est pas grave, je le ferai quand même. Et puis au-delà de tout ça, c'est que je suis un grand consommateur de podcasts, un grand auditeur. J'en écoute énormément. J'apprends beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve que c'est un milieu extraordinaire parce que tu as autant de podcasteurs que de niches, de subjectivité et j'adore ça. J'adore ça. Je trouve que c'est un milieu hyper, riche, hyper, enrichissant, très subtil et ce médium de l'audio est particulier, je trouve. Tu as une relation particulière avec la voix de quelqu'un. Tu rentres vraiment un peu comme dans un livre, dans la tête de quelqu'un. Et donc ça répond à tout ça. Mon envie, il y a plusieurs mois, quelques petites années maintenant, à commencer mon podcast. Ouais, je te rejoins complètement sur le côté sensible de la voix. Moi, il y a des fois des podcasts que j'écoute où quand c'est fini, j'ai une espèce de tristesse de me dire: «Ah, je dois me séparer de ce podcast». Je trouvais que c'était super intéressant et c'est vrai que c'est assez comparable où quand tu fermes un livre, où tu te dis: «Bon, ben voilà, j'ai fini ce livre, je passe à autre chose». Mais pour autant, ça te marque. Il y a vraiment des podcasts, Ouais. qui marquent et qui te font, avancer. Moi, je suis un peu comme toi, je note aussi pas mal de choses quand j'écoute des podcasts et je les relis peut-être, quelques mois après et d'un coup, ça refait sens, à tout ça. Exactement. Tu te rappelles de ton premier invité? Bien sûr, ouais, ouais. C'est un urgentiste qui est connu sur les réseaux, qui s'appelle François-Xavier Moronval. Je crois que c'est Doc FX. Et en fait, il a eu la gentillesse d'accepter d'être mon premier invité. Et ça s'est très très bien passé.
en fait. Et en fait, on se dit souvent, enfin moi je me dis, mieux vaut fait que parfait, tu vois. Il faut se lancer, il faut faire des Mmh. choses. C'est très important de tenter, de faire des choses, de s'exécuter dans la vie. Et il faut savoir pertinemment que la première tentative est forcément mauvaise. Et c'est par méthode essai-erreur comme ça qu'on s'améliore. Et donc l'épisode était vraiment pas parfait. J'avais une diction qui était mauvaise. Enfin, il y a plein de choses qui allaient pas. Mais au global, c'était vraiment pas catastrophique. C'est tout à fait passé. Le message est passé. C'était un message sur les urgences, etc. Sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque, d'ailleurs, les manœuvres d'urgence. Et donc, c'était mon premier invité. Et puis, depuis la publication du premier épisode, j'en ai eu chaque semaine. Ouais. Donc là, tu es à combien d'épisodes aujourd'hui? Autour de 150, je pense. Ouais, donc tu as quand même un sacré rythme, Parce que hein, j'en fais 2 de par semaine. ouais, c'est énorme, et est-ce que c'est facile de convaincre les médecins de venir, parler à ton micro? Ou c'est Ouais. difficile? Non, parce que c'est très facile. Il y a un hack incroyable dans le podcast, c'est qu'en fait, on est tous égocentriques, on adore parler de nous. Et donc, quand tu tends un micro à quelqu'un, il va aimer parler de lui, de sa vie, de sa carrière, de ses projets, etc. Donc, c'est vraiment facile. Et c'est de plus en plus facile que ton podcast grossit. Au début, c'est difficile parce que les gens n'ont aucun intérêt à venir sur un tout petit podcast, tu vois. Donc, il faut un petit peu les convaincre, mais franchement, c'est pas difficile. Et plus ton podcast grossit, plus c'est facile. Et même, les gens demandent de passer sur le podcast. Donc, ça se passe toujours très bien. Moi, j'envoie encore des mails. Les gens sont très contents et moi, je passe un bon moment. Mais non, c'est facile. Et tu as l'impression que tu as eu de suite, des retours, voilà, du monde médical, à ce format de podcast? Parce que c'était pas hyper courant. C'est vrai que maintenant, ça se démocratise quand même plus. On voit qu'il y a certains médecins qui se lancent, dans du podcast. Souvent, il y a des médecins qui se lancent côté patient, Mmh. mais est-ce que tu trouves que le milieu médical aujourd'hui, il est vraiment réceptif? Hem, les jeunes médecins le sont, je crois. En tout cas, les retours que j'ai, c'est qu'ils apprécient ça. Peut-être les plus âgés le sont moins parce que c'est quand même, ça coule pas de source un Mmh. podcast, tu vois? Il y a encore des gens qui comprennent pas trop ce que c'est, il y en a de moins en moins, mais il y a des gens qui comprennent pas ce que c'est pas de la radio, c'est pas du streaming, ils savent pas trop où le situer. Tout simplement, ils savent pas comment, écouter des podcasts. Mais les jeunes médecins, oui, je crois. Ils sont assez réceptifs à tout ça. Et tu arrives à tenir le rythme? Ouais, mais je vais te dire, je le tiens avec grand plaisir, en fait. Moi, ça me fait vraiment, plaisir, tu vois, de prévoir mon invité, une après-midi dans la semaine. Et donc j'ai un grand plaisir à préparer l'épisode, parce que c'est aussi un bout, préparer quelque chose, enregistrer. Après maintenant, le reste me prend de moins en moins de temps, le montage, le mixage, etc. C'est très rapide. Et par contre, tu as le côté qui est peut-être un petit peu plus, pas pénible, mais un petit peu moins satisfaisant, c'est le côté promotion sur les réseaux, etc. Mais je le fais, mais sincèrement, je le fais avec grand plaisir. Il y a un truc qui me ment pas, tu vois, à ce moment dans ma vie, ça, c'est facile. Mon emploi du temps, il se résume en est-ce que faire cette activité, ça me fait plaisir ou pas? Est-ce que j'y suis obligé ou pas? Tu vois. Il y a des choses que tu es obligé de faire dans la vie. Je sais pas, les courses, la cuisine, le ménage, etc. Quoique la cuisine, j'ai pris du plaisir. Je commence à prendre du plaisir à faire la cuisine. Mais tu vois, il y a des choses des impondérables. Tu vois, j'ai dû faire une machine à tendre de linge. Ça, c'est très pénible, mais j'y suis obligé, donc je me pose pas la question. Le podcast, c'est complètement accessoire. Par contre, je remarque que moi, ça me, ça m'apporte une grande énergie. Et quand je passe 45 minutes avec un invité, quand je ferme mon ordinateur, ben, j'ai beaucoup d'énergie parce que j'ai passé un super moment, j'ai appris des trucs, il m'a généralement influencé, il m'a motivé, il m'a donné envie de faire les choses un petit peu plus différemment, de m'améliorer un petit peu. Et donc, pour moi, c'est une grande source de plaisir. Comment ça le podcast, ça a modifié ta pratique réellement? Est-ce que tu vois, tu as des épisodes où vraiment tu t'es dit, «Attends, demain, au cabinet, je vais faire différemment» ou alors «Je Carrément. vais peut-être me former plus sur, telle ou telle pratique»? Ah mais chaque semaine, j'apprends des trucs. Et puis j'ai eu la chance de recevoir des gens que j'admire. Je pense par exemple au professeur Philippe Imbert, qui est un professeur de médecine absolument époustouflant. Il y a des gens du monde entier qui viennent le voir. Le Point l'a surnommé le Dr House français, tu vois. C'est un médecin clinicien, interniste, dermatologue. Son CV, c'est un livre.
Et il a publié des livres, notamment grand public, et quand j'étais externe, je le lisais. Je le lisais, il m'influait profondément en moi, et j'ai eu la chance de le recevoir dans le podcast. Donc quand tu as quelqu'un comme ça, il ne fait que t'apprendre des choses incroyables. Et donc ce qu'il te dit, forcément, ça te fait changer ta manière de soigner les gens. Donc chaque semaine, j'apprends concrètement des trucs qui me font modifier ma pratique dès le lendemain. Et tu te focalises pas sur une spécialité, on est d'accord, hein. C'est vraiment des épisodes où tu abordes, que ce soit les urgences, le Levothyrox, j'ai vu que c'était un des épisodes que tu as fait il y a pas très longtemps. Ça permet quand même à ce que, quel que soit le type de médecin qu'on est, on pourra en tout cas retrouver voilà, quelque chose qui va nous intéresser dans notre pratique. Voilà, moi je suis médecin généraliste, je fais un podcast sur la médecine générale. Alors, généralement, les épisodes, c'est quand même sur des pathologies, tu vois, la Mhm. prise en charge de telle ou telle pathologie au cabinet. Mais je m'interdis rien. Et pour moi, c'est une liberté totale. Je peux faire des épisodes beaucoup plus longs, sur un focus sur un invité, sur une carrière, etc. Je peux faire des épisodes vraiment qui sortent un peu du cadre. Par exemple, j'ai reçu Jean-Jacques Charbonnier, qui est un médecin anesthésiste dont la particularité est qu'il a étudié pendant des années les états de mort imminente, tu vois. Sujet hautement débattu, pas du tout scientifique. Moi, je Mm. mets un point d'honneur à documenter scientifiquement tout ce que j'avance. Et donc là, j'ai fait une grosse introduction, un gros disclaimer en disant cet épisode, il n'est pas scientifique. C'est juste une passion. J'ai en face de moi quelqu'un qui a étudié pendant 30 ans les états de mort imminente, il est anesthésiste, ça peut être intéressant de passer un moment avec lui. Donc, je prépare mon travail, je le book, je mets du contexte, mais je m'interdis rien. Et même des médecins très décriés ou des soignants qui sont, je sais pas, qui ont des idées qui sortent complètement du cadre, je m'interdis pas du tout ça. Je contextualise juste les choses. Donc voilà, je m'interdis rien, mais en général, c'est vrai que 3 fois sur 4, c'est quand même du pratico-pratique. Ouais, Que faire quand tu es médecin généraliste au cabinet dans tel ou tel cas? ok. Et donc, tu nous as parlé de ton livre. Est-ce que le podcast, ça t'a permis aussi d'avoir d'autres opportunités? Bah, je pense, je sais pas, à des formations, des événements. Est-ce que, tu vois, ton audience, qui a grossi, je pense aussi au fil des mois, elle t'a permis, voilà, de rayonner un peu plus dans le milieu et voilà, d'avoir d'autres choses qui se greffent à ton quotidien, qui est déjà bien lourd, bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est ça qui est incroyable parce que au fur et à mesure des rencontres, tu as plein de projets qui s'ouvrent à toi. Et tu vois, dans 3 ans, je sais pas du tout ce que je ferai, j'en ai aucune idée. Mais depuis tout ce travail, j'ai rencontré des gens qui m'ont invité à parler dans des événements. J'ai rencontré une fille qui s'appelle Marguerite, qui a une boîte de podcast avec qui j'ai produit une formation de podcast pour les gens qui veulent monter leur podcast dans le domaine de la santé. Donc on a une formation en ligne là-dessus. Après j'ai d'autres projets, peut-être de faire des masterclass, tu vois, de poursuivre un peu mes épisodes Ouais. par un cours plus dense, plus long, pour l'offrir après à mes abonnés. Donc ça, c'est un projet. Donc oui, au fur et à mesure de ton chemin, toutes ces rencontres t'ouvrent des paysages que tu ne connaissais pas, et c'est très excitant. Ouais, puis je pense que quand tu as enregistré ton premier épisode, justement, peut-être que tu te serais pas dit, ça va m'ouvrir autant de portes et d'opportunités. Exactement. Je pense que Et, c'est ça qui est hyper intéressant dans ce type de média. exactement. Tu vois, c'est à l'image de la vie. Je crois que c'est très important d'avoir un cap, de savoir un petit peu vers quoi tu as envie d'aller. Ça, c'est très important. Il faut avoir une vision dans n'importe quel domaine de ta vie, tu vois. Pour ma famille, j'ai une vision. Pour mon développement personnel, j'ai une vision. Pour mes finances perso, j'ai une vision. Pour mon travail, etc. Mais par contre, quand tu as ce cap, il faut pas trop s'attacher aux défis du lendemain ou de la semaine suivante. Il faut laisser un petit peu la sérendipité se faire, garder le cap, mais faire confiance aux rencontres, aux états émotionnels différents, à tes lectures, à ce que tu consommes, à ton évolution personnelle, parce que tu as plein de digressions qui peuvent être hyper intéressantes qu'on n'attend pas forcément. Ouais, Donc c'est hyper intéressant d'être à l'écoute de ça. ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est ça qui est vraiment
très excitant quand on se lance aussi dans ces aventures, où on n'a pas du tout, on va dire, d'expérience ou de formation, hein, dans nos études, toi, médecin et moi infirmière. Déjà, c'est hyper excitant d'apprendre à faire un autre métier, et Exactement, puis on rencontre, en fait, beaucoup de gens et c'est vrai que c'est toutes ces rencontres-là qui font qu'on arrive à cheminer sur, voilà, d'autres choses dans notre pratique. Alors moi, exactement. j'ai une question qui me revient tout le temps, je pense que toi aussi, de ton côté, c'est, bah, comment on vit, du podcast clairement aujourd'hui? Parce que tout le monde me dit: «Mais pourquoi tu fais ça gratuitement? Comment ça se passe?» Tu veux dire comment je gagne de l'argent avec mon podcast? Exactement. Comment tu arrives à structurer un modèle économique? Parce que, bah, c'est quand même un temps que tu prends sur ta pratique. Mmh. Tu pourrais être au cabinet à la place de faire des enregistrements. Donc comment aujourd'hui tu arrives voilà, à ce que ce podcast, alors soit rentable ou pas, mais en tout cas que tu arrives à retrouver quelque chose à la fin du mois? Eh bien, il y a différentes manières. Moi, celle que j'ai choisie, c'est le sponsoring, en fait. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, je me suis inscrit dans une fac aux États-Unis pour apprendre la médecine fonctionnelle. J'avais 20 000 $ à débourser en 2-3 ans. Donc j'ai dit à mon audience: «Bah, voilà, ça m'intéresse, c'est ce que je vais faire et mon objectif, c'est, de faire du sponsoring sur mon podcast. Donc vous aurez des pubs de partenaires que je vais choisir. Vous, ça vous coûtera rien, les auditeurs, vous continuerez, mais vous aurez peut-être 1 minute de pub par-ci par-là en début d'épisode et en contrepartie, ben, ces partenaires que je vais choisir, ils vont me rémunérer pour essayer de payer mes études, tout simplement. Et donc, c'est moi qui vais les chercher, c'est moi qui envoie des mails. Évidemment, personne tape à ta porte en te disant: «Tiens, c'est super, prends mon argent, j'adore ce que tu fais». Ça ne marche pas du tout comme ça et je crois dans n'importe quel business, hein. Donc je prends mon petit bâton de pèlerin, tu vois, j'ai un rappel toutes les 2-3 semaines, j'envoie des mails et je fais des rencontres et des super rencontres, c'est trop bien. Je parle à des développeurs, des professionnels de métiers que je connais pas, de produits digitaux, etc. Donc c'est moi qui les choisis. Quand c'est un produit dans lequel j'ai confiance, un produit que j'utilise peut-être, et on convient, voilà, de faire ce qu'on appelle des pré-rolls, c'est-à-dire que je vais en début de certains épisodes parler de ce produit-là que je défends. Je vais leur proposer de la visibilité sur mes réseaux. Ça peut être un post Instagram, une story LinkedIn, etc. Une mention dans ma newsletter. Et en fait, je fais des forfaits comme ça où je leur propose telle visibilité. Et chaque fois que possible, j'essaye de leur proposer un objectif, raisonnable. Et le minimum que je puisse faire, c'est qu'ils ne perdent pas d'argent, quoi. Et donc, en général, ils sont super contents parce que ils rentrent dans leurs objectifs, ils gagnent de l'argent, ils gagnent en popularité, en visibilité. Moi, je gagne de l'argent. Les auditeurs qui souscrivent à leurs produits sont contents parce que c'est de bons produits. Moi, j'arrive à payer mes études avec. Je trouve que c'est assez vertueux et je suis assez content de ça. Donc, c'est principalement du sponsoring et de la visibilité que je propose. Ouais, je crois que c'est quand même ce qui est le plus courant dans le milieu du podcast, il me semble. Heu, Ouais. je sais qu'il y a certains aussi qui font le choix de faire payer les invités. Ouais. Heu, ça se discute de toute façon, mais c'est intéressant aussi d'avoir cette transparence-là et je te remercie parce que c'est pas évident aussi de parler, d'argent et de se dire: «OK, bah, très bien, ton podcast il est super, mais en gros, tu fais ça pourquoi, quoi?» Alors, bon, tu as le côté, c'est hyper intéressant, voilà, mais à un moment, au bout de quelques mois, je pense que tu te poses la question rapidement de te dire: «Bon, je peux le faire gratuitement, mais si je peux avoir, voilà, Bien quelques sûr. euros, c'est bien aussi». Attends, je crois qu'il faut être tout à fait à l'aise avec ça. Ouais. Il faut être très à l'aise avec le fait de gagner de l'argent. L'argent, c'est indispensable. Mmh. Pour moi, ça n'a jamais été un maître. Pour moi, c'est un outil. Ça me permet juste de faire des choses cool et d'acheter du temps, en fait, tu Mmh. vois. Et j'utilise cet argent pour partir en vacances, etc., pour passer des bons moments avec ma famille et ceux que j'aime. Et quand tu gagnes de l'argent avec un alignement de tes valeurs, etc., je trouve ça hyper vertueux, en fait. Mmh. Et ceux qui pensent le contraire, bah, c'est pas grave. Et tu sais quoi? Ils ont le luxe de pas De écouter ce que tu fais. Donc, il y a exactement. aucune gêne à avoir.
Ouais, c'est vrai que parler argent dans la santé, je trouve ça compliqué quand Ouais, même. On n'est pas un milieu facile, sur ça. Il y a d'autres, voilà, secteurs, de la tech ou, des voilà, complètement. où c'est beaucoup plus facile. Le podcast est très implanté, donc c'est tout à fait logique. Là, j'ai l'impression que nous, on arrive un peu, voilà, un peu en bout de course dans la santé à chaque fois sur, voilà, tous ces nouveaux médias qui se mettent en place. Tu as l'impression que le podcast aujourd'hui, il joue un réel rôle dans le secteur de la santé? Alors, il joue un rôle tout à fait modeste pour le moment et je pense qu'il va être amené à grossir, les années à venir. Il suffit de regarder les États-Unis qui ont été vachement en avance là-dessus. Tu vois que là, il y a des podcasts qui sont énormissimes, alors en santé, mais surtout au-delà de la santé. Je pense par exemple au podcast de Andrew Huberman, qui est un chercheur incroyable, qui fait un des plus gros podcasts du monde, hein, je pense, qui a un impact phénoménal. Donc là, pour l'instant, l'effet, il est quand même hyper modeste, hein, on va pas se le Mmh. cacher. Mais je suis sûr que cet effet ne va être amené qu'à croître, surtout quand tu travailles à diffuser ton podcast largement, et notamment maintenant sur YouTube. Avec Ouais. de la vidéo, je crois que c'est quelque chose d'important. Quand tu mets un peu le nez dans les problèmes de visibilité, d'impact, etc., je crois que c'est assez notable maintenant YouTube. En Ouais, tout cas, moi, je le remarque avec mon podcast. ouais, je suis assez d'accord parce que moi, on m'a souvent tu vois, sur les premiers épisodes que j'ai sortis l'année dernière, on m'a reproché de pas être sur YouTube justement. Mm. Donc c'était la décision que j'avais prise, voilà, pour cette saison-là de lancer sur YouTube. Moi, vraiment l'impression que c'était un format qui permettait d'avoir une autre écoute, que c'est d'autres canaux de communication qu'on n'avait peut-être pas avant, dans la santé, dans les hôpitaux. On était très archaïque quand même, hein, Ouais, dans la diffusion de l'information. En gros, il faut que tu sois abonné à la revue untel, que tu vas peut-être lire une fois tous les 6 mois. Le podcast, c'est peut-être plus facile, à écouter. Tu l'écoutes quand tu veux, en plus. exactement. Et puis tu peux l'écouter dans la voiture, en marchant, en courant, c'est voilà, tu pas obligé de te poser, ouvrir un truc et le lire. Heu, est-ce que tu as des, comment dire? Est-ce que tu as des établissements carrément, tu vois, des structures hospitalières, qui vraiment commencent à s'intéresser à ces formats-là? Moi, j'ai vu qu'il y avait des hôpitaux qui se lançaient dans du podcast, un peu pour présenter, des métiers, et cetera. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça bouge aussi, heu, au niveau de tout ça? Alors, je ne sais pas, je crois pas que je suis la meilleure personne pour t'en parler. Mais je sais que tu as de plus en plus d'institutions qui s'y Ouais. mettent et qui achètent, par exemple, des prestations de services pour faire Mmh. 10 podcasts, tu vois? Ouais. Donc oui, ça se fait, mais très sincèrement, je pense que ce genre de podcast, ça reste quand même assez anecdotique parce que l'impact est quand même assez faible si tu ne pousses pas ton podcast, si Ouais. tu ne publies pas régulièrement et que tu vas régulièrement pousser des portes pour dire: «OK, regardez mon travail», quoi. Ouais. Parce que, hem en fait, c'est l'économie du podcast. Quand tu publies un épisode, il se noie dans le feed des abonnés uniquement. Mmh. Tandis que, par exemple, un post Instagram, il peut Mmh. être proposé à 500 personnes que tu connais pas. Donc, tu vas Ouais. avoir beaucoup moins d'impact sur un podcast, à moins de vraiment travailler sur ton référencement, le pousser, aller en parler à droite à gauche, etc. Mmh. Donc, et puis tu vois, si j'étais une institution, c'est peut-être pas le canal que je prendrais en premier. Je ferais plutôt du réseau social, du YouTube, ce genre de trucs, plutôt qu'un podcast. Après, bon, je suis pas expert du truc non plus, hein, mais j'ai pas l'impression que le podcast institutionnel se développe énormément, non, pour répondre à ta question. Ouais. Alors moi, ça m'a étonnée parce qu'il y a quelques jours, j'ai lu qu'on avait notre Premier ministre François Bayrou qui avait fait son 1er, Ouais, il paraît. 1 épisode YouTube. Je me suis dit que voilà, tout le monde se lance, ça y est, c'est parti. Ouais, Je mais l'ai ouais, pas c'est très bien. regardé encore, mais j'irai quand même le regarder par curiosité, pour voir un peu ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment, voilà, très institutionnel ou justement est-ce que ça se démarque un peu? C'est vrai qu'on parle beaucoup, tu vois, de notre système de santé, moi, c'est vrai que je le vois des fois sur certains aspects assez, j'aime bien moi le terme archaïque parce que je trouve quand même qu'il y a vraiment des choses qui sont difficiles à faire bouger. On est très ancré dans de l'ancien. Heu, Toi, dans ta pratique, tu vois, quotidienne, heu, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des défis que enfin,
quels sont, on va dire, plutôt les défis principaux que tu observes? Et comment toi, dans ta pratique, dans ton podcast, avec ton livre, tu as l'impression que tu peux faire bouger les lignes? C'est une excellente question. Hem, les défis actuels, comment dire ça? Pour résumer, j'ai l'impression que, dans ce que je connais, la médecine générale, quand tu as une consultation standard chez un médecin généraliste, on peut pas aller au bout des choses. C'est extrêmement dommage et frustrant des 2 côtés. Globalement, je trouve qu'on manque de qualité de soins. Alors, ça vient à la fois de la faute des patients et de la faute des médecins. Je pense qu'on manque cruellement de prévention. Mmh. On manque cruellement à titre individuel d'assets pour prendre soin de soi-même. Le principal, c'est quand même, de se soigner soi-même, de faire attention à ce que l'on mange. Alors c'est très facile à dire, mais en vrai, c'est très compliqué de bien manger et ça demande un effort intellectuel certain pour apprendre Mmh. qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qu'on croit qui est bon, mais qu'est-ce qui est vraiment mauvais, et cetera. Donc de soigner vraiment son alimentation, sa gestion du stress, son sommeil, ses liens sociaux, son activité physique. Donc déjà, on mériterait grandement chacun d'optimiser ça. Si chacun optimisait ça, on aurait beaucoup, beaucoup moins de demandes de soins. Et il se trouve que les consultations de médecine générale, elles sont historiquement sur un modèle qui est assez malsain. C'est celui d'une demande d'un patient, généralement d'un médicament, que le médecin doit prescrire sur une ordonnance. Et c'est qu'à partir de cette transaction que les 2 parties considèrent que le boulot a été fait. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on consomme beaucoup trop de médicaments et on consomme trop peu d'interventions non médicamenteuses dont je viens de te parler. Donc le défi, à mon avis, il est là. Et puis, il y a un défi économique, c'est que les médecins généralistes ont une consultation à 30 € qui est bien trop payée quand tu passes 2 minutes avec un patient ou 5 minutes, mais qui est indécente quand tu as envie de passer 45 minutes avec ton patient pour faire le tour des choses, le tour de ce qui l'embête, de ce que tu peux optimiser, expliquer, comprendre, écouter. Donc, tu as un schisme là-dedans. J'ai pas la réponse. Je constate simplement que des 2 côtés, il y a beaucoup de mécontents. À la fois du côté des patients, Mmh. à la fois du côté des médecins. Et moi, ce que j'essaye, c'est simplement de dessiner des grandes lignes, de voir un cap. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font ce travail. Je pense à mon amie Chloé Bramy, je pense à mes confrères et consoeurs qui font de la médecine fonctionnelle, qui se forment, etc., qui militent là-dessus. Et j'ai quand même l'impression qu'on est dans un système vraiment à bout de souffle. On voit que ça fonctionne vraiment pas de façon optimale. Et donc, on essaie de réfléchir à faire autrement. Par contre, en pratique, comment faire pour le changer, ça, je sais pas. Et justement, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que tu emploies des termes, médecine intégrative, médecine fonctionnelle, est-ce que, voilà, tu peux nous expliquer un petit peu plus, parce que ça peut être peut-être un peu abstrait pour certains Bien auditeurs? sûr. Alors, la médecine intégrative, c'est un terme anglo-saxon à la base, qui est une philosophie du soin, qui se résume par plusieurs choses, dont le fait de promouvoir les fameuses interventions non médicamenteuses et de les étudier scientifiquement et de les valider ou pas pour certaines indications. Je te donne un exemple. Faire de la méditation en pleine conscience, selon un protocole bien défini maintenant, améliore grandement l'anxiété et la dépression. Et donc Mmh. réduit, la prise, d'anxiolytiques et Exactement. d'antidépresseurs. Tu peux même te passer d'antidépresseurs. Ouais. Certains protocoles d'activité physique bien codifiés, avec un protocole défini, un temps défini, une fréquence définie, une intensité définie, améliorent aussi la dépression. Mais je te parle des problèmes mentaux, mais tu as même beaucoup de problèmes physiques, de tendons, de muscles, et cetera. Tu as aussi des suppléments, des herbes, par exemple, tu vois? La phytothérapie. On sait Mmh. que certaines plantes améliorent l'endormissement, améliorent la qualité du sommeil, et cetera. Donc la médecine intégrative, c'est, beaucoup de choses, dont
étudier ces interventions non médicamenteuses comme on étudie un médicament et les promouvoir plutôt que les médicaments. Alors, moi, je consomme des médicaments, les médicaments sauvent des vies, il y en a qui sont vitaux, c'est génial, mais il faut les prescrire et les consommer de façon raisonnable. La médecine intégrative, c'est beaucoup de choses, et notamment, c'est le fait de considérer que la relation humaine entre un soignant et un soigné est capitale dans le soin. Euh, c'est une relation de confiance et c'est le fait de considérer son patient comme un égal, tu vois. C'est le fait de lui donner et de lui expliquer beaucoup de choses pour qu'il devienne lui-même expert de sa santé Mmh. et qu'on soit comme un conseiller, tu vois. Et Mmh. non plus comme un sachant vertical qui ordonne des choses à prendre bêtement. C'est beaucoup de choses, c'est le fait de considérer euh, qu'il y a toujours quelque chose à faire pour aider quelqu'un, tu vois, de jamais dire je peux plus rien pour vous, etc. Donc, essayer de considérer l'individu comme quelque chose de beaucoup plus supérieur que la somme de ses organes et de ses pathologies. La médecine intégrative, c'est de plus en plus étudié maintenant. Il y a une spécialité aux États-Unis maintenant qui s'appelle la médecine intégrative. C'est que par exemple, c'est promouvoir la spiritualité. C'est pas la religion, la spiritualité. La spiritualité, c'est le fait de savoir, et ça, ce que je te dis, c'est scientifique, que donner un sens à sa vie et penser que il y ait des choses qu'on ne comprend pas mais qui sont supérieures à notre petite condition d'être humain, eh ben ça aide à aller mieux. Ça peut être pour certains la religion, ça peut être chez les gens athées, agnostiques, la nature, j'en sais rien, une réflexion sur l'existence humaine, mais essayer de travailler sur sa santé psychique pour donner un sens à sa vie. Mmh. Pourquoi je me lève le matin? Si tu te poses jamais la question, il y a de grandes chances que ça aille pas très bien là-haut. Et donc, que ton corps en souffre. Tu vois, c'est quelque chose qui est classiquement mis de côté. On va se concentrer sur l'infarctus que tu as fait en médecine classique. En médecine intégrative, on va se dire, OK, tu as fait un infarctus, parle-moi de ton travail, parle-moi de ta famille. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au-delà de ton cœur qui a participé à l'arrivée de ton infarctus? Ça paraît un petit peu flou, peut-être ce que je te dis, mais la médecine intégrative, c'est un peu tout ça. J'ai essayé de la définir dans un essai, mais ça a été étudié par plein de gens. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment le cap. Et donc, tu me posais aussi la question de la médecine fonctionnelle. Ça, la médecine fonctionnelle, c'est aussi une spécialité médicale qui est très populaire aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, beaucoup moins en France. Et c'est une médecine de la prévention qui a un petit pas de côté, c'est-à-dire au lieu de considérer un individu comme devant aller voir un cardiologue pour ses problèmes de cœur, un pneumologue pour ses problèmes de poumons, etc., on va plutôt réfléchir chez des gens qui ont beaucoup de problèmes de santé en termes de physiologie. On va plutôt se demander, est-ce qu'ils n'ont pas un problème d'absorption? Est-ce qu'ils n'ont pas un problème de production d'énergie, un problème hormonal? Essayer de relier comme ça tous les symptômes entre eux pour faire une médecine qui peut être très complète. Il y a beaucoup de bilans sanguins très complets, il y a beaucoup de prévention, beaucoup d'interventions. Et donc ça s'apprend, tout simplement, c'est assez protocolisé. Contrairement à la médecine intégrative, qui elle est plutôt une philosophie, tu vois. Personne peut se dire médecin intégratif. Ou alors, personne n'a vraiment la recette, quoi. C'est une façon de voir les choses. Et la médecine fonctionnelle, c'est vraiment une discipline plus codifiée, je pense. Et ça se démocratise un peu plus en France aujourd'hui, tu as l'impression? Ouais, bien Parce que sûr, ouais, ouais. tu nous parles beaucoup des États-Unis, Mhm. pour aller se former, ce que j'ai bien compris. Mais aujourd'hui en France, tu peux te former toi demain sur la médecine intégrative ou enfin s'il y a des personnes qui nous écoutent, Bien sûr, comment ouais, ça se ouais. passe? Ouais, ouais, médecine intégrative, tu as Chloé Bramy qui a fondé, je crois, la première école de médecine intégrative qui est vraiment exceptionnelle. Et j'ai la chance d'y passer chaque année, présenter, faire un petit topo là-dessus. C'est vraiment génial. Et puis la médecine fonctionnelle, c'est pareil, tu as des DU, etc. Moi, je fais une formation aux États-Unis, mais en France, tu as des DU de micronutrition, ce genre de Ouais, choses. ouais. C'est moi je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, moi, de mon expérience, je me suis fait les ligaments croisés il y a 2 ans et Ouais. j'avais un chirurgien qui, m'a dit, «Je vous opérerai pas». Donc moi, hyper étonnée, «Ah bon, on n'opère pas les croisés? Je comprends pas». Et il m'a dit: «Non, mais vous allez aller à la salle 3 fois par semaine jusqu'à la fin de votre vie, vous allez faire du renforcement musculaire, puis vous verrez, vous allez mieux vivre». Et ça Hmm. m'avait étonnée en fait tu vois, un chirurto te dise ça et en te disant: «Bah, là, vous avez eu votre petite alerte en fait, bah, peut-être que vous preniez pas soin de vous, assez en tout cas avant». Et Et ouais, ben et je trouvais ça alors tu vois, tu sors du cabinet, tu es un peu,
Ça m'avait un peu déboussolée parce que Oui, je on n'a trouve pas que l'habitude. ouais, on n'a vraiment pas l'habitude. Et puis finalement, en fait, je trouve que ça chemine, il plante une petite graine. Ouais. Après, bah, tu la fais germer ou pas, hein, ça c'est chacun, voilà, chaque patient fera ce qu'il veut avec ça. Mais pour autant, bah, ça te permet quand même de te dire: «Je vais peut-être voilà, je vais pas prendre des anti-inflammatoires, parce que j'ai mal, mais je vais peut-être faire autrement». Ouais, c'est hyper élégant, tu vois, de réfléchir un peu, différemment, un peu Mmh. autrement, toujours sans vouloir nuire aux gens et au contraire en essayant de leur vouloir le mieux possible. Ouais, complètement. Bah, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, à mon avis, de tout ça. Heu, Moi, j'avais aussi une question. Je trouve que voilà, le monde du podcast ou en tout cas le monde de la création du contenu, chez les professionnels de santé, ça commence vraiment à se diffuser de plus en plus sur beaucoup de thématiques. Heu, Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui hésitent, tu vois, à se dire, «Mais moi, j'aimerais partager ça». Tu leur conseillerais quoi, toi, pour se À lancer? à ceux qui veulent se lancer, dans le Ouais, podcast? ouais. Dans le podcast ou dans un autre média, tu vois? Il y en a qui, voilà, qui ont pas fait le choix du podcast et qui vont faire le choix, voilà, d'être que sur Instagram ou que sur LinkedIn ou que sur TikTok. Mais qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour, tu vois, d'un coup dire: «Allez, franchement, vas-y». Eh ben, je vais juste, partager ma petite expérience, c'est que moi, j'ai pour habitude, quand je me lance dans un truc, d'y aller vraiment petit à petit, tu vois? Et quand j'ai voulu faire du podcast, donc j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu sur internet et puis je savais qu'il fallait que je passe à l'action. Parce qu'à un moment, il faut passer à l'action, sinon tu procrastines et tu ne fais rien. Mmh. Et donc pour moi, j'ai, acheté par exemple, le micro là, le micro que j'ai, tu vois? Il m'a coûté, 80 € je crois. Donc je l'ai acheté, tu vois? Comme ça, donc j'avais le micro. Donc ça, j'étais obligé de passer Ah plus à l'action. Et donc il était là et j'ai sorti de la boîte, et cetera. Et puis 2 semaines après, je me suis dit: «Bon, OK, maintenant je vais regarder un peu les logiciels», tu vois? Hop, puis je me suis familiarisé avec ça et puis je me suis dit: «Bon, bah, là, faut que j'invite mon premier invité». Donc j'ai envoyé un mail pour l'épisode 2 semaines après. Donc tu vois, je commence toujours par une petite, chose et puis j'empile comme ça pour, passer à l'action. Et il faut savoir que le plus important, c'est de le faire. Ça sera pas parfait, loin de là. Mais en fait, cette première tentative, elle est indispensable pour en faire d'autres. Et en fait, il y a beaucoup de choses à gagner. Vous avez tout à y gagner et vous n'avez absolument rien à perdre. Il y a un truc qui fait peur, c'est de s'exposer. Pourquoi on a peur? Parce qu'on a peur qu'on se foute de notre gueule. Et pourquoi on a peur qu'on se foute de notre gueule? Parce qu'en fait, notre cerveau, il est fait comme ça. On a été shapé par des centaines de milliers d'années d'Homo sapiens où être dans un groupe, c'était la survie. Et donc sortir du groupe, s'afficher, ouvrir sa bouche, parler de ses propres idées, tu peur d'être ostracisé, t'as peur qu'on se moque de toi. Et ce qui se passe en vrai, c'est que tout le monde s'en fout. Le monde continue de tourner, Mmh. que les gens qui ne t'aiment pas, ils ne vont pas t'écouter, et que les gens qui t'apprécient, ils vont te le dire. Et puis dans le pire des cas, même si très mauvais, mais en fait, personne ne le verra, quoi. Et puis Mmh. même ceux qui le verront, ils t'oublieront dans la seconde. Donc c'est vraiment un biais qu'on a. Et je pense que si on a envie de faire du podcast, de faire des réseaux, etc., il faut juste se lancer. Il y a que des choses à gagner, en fait. Ouais, et puis ce que tu disais en début d'épisode, c'était, pas oublier que quand tu fais ton enregistrement d'épisode, quand tu as fini, tu as pris vachement de plaisir et Ouais, ça, à je pense fond. que c'est ça le vraiment l'essence même, de pourquoi tu as envie de faire ton podcast, quoi. Exactement. C'est pas compliqué. Tu te lances. Est-ce que ça te fait plaisir ou pas? Ça te Ouais, fait plaisir, tu continues, hein. ouais, complètement. Est-ce que tu as un invité que tu rêverais de recevoir, que tu as pas encore eu? C'est une bonne question. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, spontanément, comme ça, j'ai pas préparé ta question, mais je pense à Michel Onfray. Ouais, C'est un philosophe que j'adore. Alors, il a des idées auxquelles je ne cautionne absolument pas à l'heure actuelle, mais il m'a beaucoup influencé, et notamment sur la médecine, parce que moi, donc, j'ai un podcast médical, et dans ses livres, dans ses essais qui sont parfois excellents, il est très contradictoire sur la médecine, et je serais très curieux de le recevoir, de le questionner sur notre système de soins et comment il verrait l'amélioration des choses. C'est quelqu'un ouais. d'assez brillant qui m'a beaucoup influencé. Et spontanément, voilà, je pense à Michel Onfray. Après, il y a forcément des médecins que je trouve incroyables. Et puis, j'hésiterai pas à leur envoyer un mail pour les inviter. Je sais pas si tu vois qui c'est, je crois que c'est
Je vais peut-être écorcher son nom, c'est Thomas Clauzel. Je sais pas si tu l'as entendu. Non, je ne savais pas. C'est un médecin en fait qui a maintenant une boîte d'IA qui s'est expatriée aux États-Unis, etc. Il a fait un podcast avec Mathieu Stéphanie. Ouais, bien sûr. Et vraiment, moi, je te le conseille cet épisode parce que justement, il parle vachement du système de santé, de tout ça. Il est très cash et moi, j'ai adoré vraiment cet épisode. Super. Et je lui ai envoyé un message au culot en lui disant moi j'ai trop kiffé cet épisode, c'était génial. Et en fait il m'a répondu hyper simplement en me disant ah c'est trop bien mais je vais aller écouter tes épisodes, c'est super cool. Et en fait je me suis dit mais finalement ça te permet en fait de rapprocher aussi de certaines personnes qui te font en fait grandir énormément. Exactement. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est passionnant. Surtout que ça te permet de passer du temps avec des gens qui ne t'auraient pas accordé une seconde. Ouais. Le fait de leur tendre un micro, de leur préparer un épisode et de leur permettre d'exposer leurs idées, c'est quelque chose qu'ils vont accepter et ils n'accepteraient jamais de t'avoir au téléphone, toi tout seul avec eux, même 30 secondes. C'est ça, c'est exactement ça. Et justement, tu as ce temps où tu peux, on va dire, les accrocher et pouvoir leur poser toutes les questions que tu as envie et ils répondent de manière très simple et c'est vraiment très plaisant. Exactement. Mathieu, comment on te contacte? Comment on peut suivre tout ce que tu fais? Parce que tu fais tellement de choses. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées, que ce soit par la médecine intégrative, par ton livre, par ton podcast, comment ça se passe, par la formation aussi que tu proposes pour se lancer? Si il y en a qui ont envie de se lancer dans un podcast, comment on te contacte? Eh bien, je suis sur Instagram, c'est Mathieu Cantet. Mathieu, il y a 2 T. Sur LinkedIn également, c'est Mathieu Cantet. Et puis mon podcast s'appelle Super Docteur, tout simplement. Et donc, c'est principalement sur Insta que je suis le plus actif et aussi sur LinkedIn. Et la formation du podcast, elle est aussi dispo sur Insta, en fait. En début de mon feed, il y a le lien vers la formation. Et de toute façon, on mettra tous les liens dans la description de cet épisode. Et puis moi, je vous confirme, parce que Mathieu, il m'a répondu de suite. Donc, je vous confirme, Mathieu, il répond à toutes les demandes, il n'y a pas de souci. Ouais, je sais pas si je vais répondre à toutes les demandes. Maintenant, ça y est, t'es obligé. C'est ça. Mathieu, merci beaucoup pour cet épisode et puis pour le temps que t'as pu nous accorder. C'était vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur tout ce qui était médecine intégrative. C'était quelque chose que je connaissais pas du tout et ça m'a vraiment intéressée. Et puis tes épisodes de ton podcast, même si moi, si je suis pas médecin, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Et puis surtout, ils sont très terrain. Donc voilà, c'est très très sympa de les écouter. T'apprends toujours des choses et voilà, comme quoi on peut aussi se former de manière différente et apprendre des choses chaque jour. Merci Mathieu. Merci beaucoup Marie-Noël, c'était super sympa. À bientôt. Ouais, et je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.